il y a toute une série de logos. J'ai tenu à les mettre parce que dans ce type de travail, géographie environnementale, géoarchéologie, c'est vraiment un travail d'équipe, une succession de laboratoires, de collègues, et donc personne ne peut, je dirais, tirer la couverture à lui. C'est vraiment la synthèse de plusieurs approches qui permet d'apporter des éclairages. Alors, j'ai essayé, Pascal avait eu la gentillesse de me communiquer ce qu'il allait faire, et donc on a décidé de se compléter. Donc je vais plutôt être dans des éclairages actuels, de la prospective, et essayer de créer des ponts avec le passé. On verra donc rapidement quel est le climat actuel dans la zone considérée, comment fonctionnent les reconstitutions paléoclimatiques méthodologiquement, quels sont leurs principaux acquis, et on a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, je ne les redirai pas. Quels étaient les impacts sur les sociétés du passé, les projections pour le futur, et je terminerai en essayant de dresser des pistes méthodologiques qui vont tout à fait dans le sens de ta conclusion, Pascal, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui suffisamment de données sur l'espace considéré Grèce-Balkan pour utiliser les modèles de prévision en les tournant vers le passé, en les nourrissant de données, et en essayant de définir des régions susceptibles d'avoir eu des évolutions homogènes, à la fois en termes de conditions du milieu et d'évolution historique. Et c'est là la clé d'un maillage fin, et cette étude ne peut être faite que par une coopération étroite entre historiens, archéologues et spécialistes des géosciences. Le climat correspond aux conditions météorologiques moyennes, température, précipitation, ensoleillement, humidité de l'air, vitesse des vents, comme l'avait bien vu Hippocrate, qui règnent sur une région donnée pendant une longue période. Donc quand on parle de normale saisonnière, la normale saisonnière dont on nous rabat les oreilles à la météo, c'est un résultat statistique. C'est la plus forte probabilité du temps à un moment donné, mais c'est jamais le temps réel. Et donc nos définitions météorologiques repose sur des collections de données qui datent, dans le meilleur des cas, du début du 19e. Et en fait, nos définitions climatiques, les grandes définitions climatiques géographiques, se constituent, naturellement, la zonalité, zone équatoriale, tropicale, ça c'est acquis, mais les données du climat reposent sur des données entre le 19e et le 20e siècle. Donc c'est intéressant de revenir là-dessus, parce que si je prends le sud des Balkans, il appartient au climat dit méditerranéen qui se caractérise, très généraux, globalement un hiver humide et période de sécheresse en été. C'est la sécheresse d'été qui est la vraie caractéristique, la marque du climat méditerranéen. Je vous rappelle qu'ailleurs dans le monde, l'été, c'est normalement plutôt la saison des pluies. Et des précipitations fortes en automne. Mais ces caractéristiques varient selon la latitude en Méditerranée, l'effet d'abri par rapport aux massifs montagneux, la continentalité, et les descentes d'anticyclones hivernaux venus du nord et de l'est, ou de remontées d'anticyclones subtropicaux. Il y a donc une quantité de nuances de climat méditerranéen, et les Grecs anciens y étaient très sensibles. Si la barbarie commençait à l'Acarnanie et à l'Épire, c'est aussi parce que c'était des zones humides, de forêts denses, qui paraissaient bien loin du doux climat de l'Attique et de la Béotie. Alors regardons, ça c'est extrait d'un article de Koutzodindris qui a fait une remarquable étude avec une équipe allemande sur les analyses de carottage de la lagune d'Etoliko dans le delta de la Kélos. On voit ici les précipitations. Donc à l'échelle des Balkans, une façade très humide et un gradient d'humidité qui grandit du sud au nord. 600 mm de précipitations sur la façade ouest du Péloponnèse en Élide, plus d'1 mètre à Corfou, et on peut monter à 1,5 mètre de précipitations par an. La chaîne du Pin, des prolongements des massifs péloponnésiens, et en arrière, une Grèce plus sèche, avec des précipitations moindres, on est autour de 800-600, et dans les Cyclades, des zones d'aridité réelle, on peut descendre en dessous de 400 et localement 300 mm. Donc dans des zones qui sont climatiquement dans les classifications arides. Et puis une multitude de lacs hérités de la fonte des périodes glaciaires, de lacs en contexte karstique, des poliers, et c'est tous les noms que vous avez là, Okrit, Prespa, Olympos, Dojran, Boutrintos et Toliko, qui ont été autant de lieux où on a pu faire des sondages
pour reconstituer les environnements végétaux et en lien avec ces environnements végétaux, en déduire des variations de température et de précipitation. J'ai été avec Anne-Marie Lésine et Gilles Touchet en même temps que Pascal travailler sur d'autres sites avec Laurent Lespèce. L'un des pionniers de ces études, il y a 25 ans, on a sorti avec Anne-Marie Lésine et Gilles la première carotte couvrant tout l'Holocène sur le lac de Sauviane à côté de Prespa, et on a prélevé au début des années 2000 la première carotte couvrant 190 000 ans dans le lac d'Ocride. Et ce qui est fabuleux en refaisant la bibliographie, c'est de voir qu'aujourd'hui, ces études se sont généralisées et qu'on a un véritable maillage original. Les températures, voilà le climat actuel. Donc, été sec et chaud, d'autant plus chaud qu'on est au sud et vers l'est, d'autant plus long qu'on est au sud et vers l'est. Et on sait très bien, quand on arrive à proximité de la Thrace, l'été s'arrête brutalement début septembre avec des pluies intenses, alors qu'à Rhodes ou au sud de la Crète, l'automne arrivera beaucoup plus tard, le 15 octobre. On sait aussi que dans les massifs montagneux, la neige peut arriver et qu'il n'y a pas de douceur de vie du monde grec, qui est au contraire au contact de masses d'air venues de Sibérie et de westerlies, enfin de dépressions venant de l'Atlantique. Et donc c'est une zone de contrastes brutaux. Et la douceur de vie n'est finalement plus une représentation qu'une réalité. Alors, à l'échelle du siècle, on a la preuve d'un réchauffement, et il y a consensus scientifique pour considérer que ce réchauffement est le résultat de l'activité humaine. L'effet de serre additionnel, je rappelle que l'effet de serre, c'est un phénomène naturel qui fait que la nuit, nous gardons une température alors qu'il n'y a plus de rayonnement solaire, et que les gaz à effet de serre, carbone, méthane, liés à l'activité humaine, sont un effet de serre additionnel qui fait qu'on a un réchauffement. Donc ce réchauffement, il est visuel statistiquement sur les courbes, sur les graphiques, et on sait très bien que la période 1971-2010 se traduit réellement par un réchauffement de l'ordre de 1,5, 1 degré, et une sécheresse un peu plus accentuée par rapport à la période qui précédait, 1902-1970. Donc ça, c'est quelque chose qu'on approche par les statistiques. Même chose pour les précipitations. On voit très bien qu'on on va vers des précipitations plus rares en hiver. Donc il y a l'augmentation de température et surtout une raréfaction des précipitations. Et c'est important parce que dans le réchauffement global, on a tendance à se focaliser sur les températures, alors que ce qui est essentiel dans des zones où on est en seuil géographique ou en zone où on est en manque d'eau, c'est les précipitations d'hiver qui rechargent les nappes. Les précipitations d'été sont perdues par l'évaporation et la consommation de la végétation. Alors, pourquoi est-ce qu'on reconstitue les climats du passé? On l'a vu, il y a des moteurs des fluctuations climatiques qui sont bien connus depuis une cinquantaine d'années. Les causes astronomiques, c'est les cycles de Milankovitch, l'inclinaison de la Terre sur son axe de rotation qui fait que les rayons du Soleil frappent la Terre plus ou moins perpendiculairement et donc apportent plus ou moins d'énergie. L'ellipse, la forme de l'ellipse plus ou moins ronde, plus ou moins oblique de la Terre autour du Soleil. L'activité solaire, les taches solaires, on parlait du règne de Louis XIV et de la période napoléonienne. On a le minimum de Maunder, où de 1630 à 1725, il y a 70 ans où il n'y a plus d'activité solaire, plus de tâches qui résultent de l'activité magnétique du solaire. Ça correspond au maximum de froid du petit âge de glace. La variabilité météorologique naturelle, les types de temps, les causes géologiques, les éruptions volcaniques. Les éruptions volcaniques vont avoir un impact à l'échelle de l'année, de 2 ans, de 3 ans, rarement des impacts plus longs, et toujours des impacts régionaux ou liés à un hémisphère, pour reprendre ce que Henri Paul a très bien expliqué. Les causes anthropiques, je vous rappelle qu'on est dans l'Anthropocène, dont on peut discuter le concept et discuter le début, mais qui est incontestable. L'homme est devenu aujourd'hui un agent à la fois géologique, érosion des sols, évolution des écosystèmes, biologique et climatique majeur. Ça, il y a consensus
scientifique. Ensuite, est-ce qu'on fait remonter cette action au néolithique avec les rejets de méthane liés à l'agriculture, ou est-ce qu'on les limite à la révolution industrielle il y a 250 ans? On peut discuter. N'oubliez pas qu'on sera bientôt 7 milliards d'individus. Dans 30 ans, on est 9 milliards. Il y a un siècle, on était 1 milliard. Cette masse-là, les conséquences de notre activité sont majeures. Et il ne faut pas oublier les impacts dus au mode de gestion agraire et de gestion des environnements qui sont décisifs pour stopper un aléa ou le renforcer. Un bassin versant, selon qu'il est géré ou pas et la manière dont il est géré, va avoir un effet accélérateur des crises ou un effet de ralentissement. Alors, voilà un exemple de la bonne répartition spatiale des carottes dans les marécages, des carottes lacus, des prélèvements dans les grottes, les spéléothèmes. On a toute une série d'indicateurs très bien distribués. Il faut aller les prélever. Donc n'oubliez pas que, là c'est Amandine Bordon faisant sa thèse avec Anne-Marie et moi dans le lac de Sauviane. Ces carottes, il faut aller les chercher, il faut les prélever au bon endroit. Il faut être sûr que les sédiments sont bien ceux de la période qui vous intéresse. Il faut donc faire une approche géographique régressive qui ressemble à ce que je suis en train de faire, partir du présent pour remonter le plus loin possible et être sûr qu'on va prélever les sédiments qui nous intéressent et les plus à même d'apporter les indicateurs que l'on recherche. Autre exemple de programme, sur le lac d'Ocride, un radeau prélevé par 600 mètres de fond, en descendant un carottier, en l'enfonçant avec un marteau, qu'il faut manipuler par des câbles. Et puis, l'un des outils majeurs reste quand même la palynologie, associée au diatomée, à toute une série de bioindicateurs. Et là, derrière, n'oubliez pas pourquoi on a tous ces modèles, grâce à l'informatique. On a aujourd'hui le moyen d'avoir des logiciels qui, à partir d'associations végétales actuelles, les lient à des conditions optimales de température et de précipitation, et qui, à partir des associations végétales du passé, reconstituent les équivalents paléoclimatiques. S'il fallait faire ça à la main, ce serait des mois et des années de travail. Les ordinateurs permettent d'avoir ces logiciels de simulation et de reconstitution. C'est comme ça qu'on a toutes ces courbes qui nourrissent les activités scientifiques. Même si la donnée brute continue à être extraite à la main, n'oubliez pas qu'un palynologue doit identifier à l'œil et compter manuellement tous ces éléments. Alors, exemple d'Ocride, carotte qui correspond aux 100 000 dernières années. On voit très bien en haut l'Holocène, les 10 000 dernières années. On a la dernière période froide et on a l'interglaciaire précédent, les Émiens, il y a 110 000 ans, qui est le dernier interglaciaire équivalent au nôtre et qui est un bon comparateur quand on veut s'intéresser à l'action de l'homme, parce qu'on a un interglaciaire sans action de l'homme, et on peut voir les variations naturelles des températures et des précipitations et comparer avec notre période actuelle. Ces carottages, mais c'est quelque chose qui était déjà connu par ailleurs, confirment que les bassins intramontagnards balkaniques ont été les refuges de végétation forestière qui ont permis la reconquête des forêts. Donc, par exemple, le poirier est bien un arbre endémique des Balkans, ainsi que d'autres espèces. Alors, voilà les courbes. Donc, celle-ci, j'ai pris celle de nos résultats du lac Prespa et Ocride. Donc, ça, c'est les courbes d'Anne-Marie Lésine. Vous avez les variations de température annuelles. Vous repérez l'événement 8200 BP. Vous voyez, on est à 1000 mètres d'altitude. On a beaucoup moins. Ici, à Prespa, on ne voit pas l'événement du bronze. Donc, les enregistrements en fonction des altitudes ne sont pas les mêmes. Il y a des choses qu'on perçoit au niveau de la mer, qu'on ne perçoit pas à 1000 mètres d'altitude. C'est là qu'il y a une réelle diversité régionale. Ce qui est beaucoup plus intéressant, vous avez les variations de température. Vous voyez qu'elles varient, mais relativement peu. On a bien confirmation d'un petit Holocène, d'un optimum Holocène plus chaud que l'actuel. Donc l'idée que le climat actuel serait le plus chaud, c'est faux. À 5000 BP, on est à peu près à 2 degrés au-dessus de l'actuel en moyenne mondiale. Donc on aura retrouvé les températures, cet optimum Holocène, d'ici 60-70 ans vraisemblablement. Donc on a déjà connu à l'échelle de l'Holocène ces variations, mais on ne les a jamais acquises aussi rapidement. On a mis 5000 ans à arriver à plus de degrés. Les précipitations sont plus intéressantes parce qu'elles varient beaucoup plus. On s'aperçoit que les précipitations varient dans des fourchettes de 200 mm et qu'on peut tout à fait passer, vous savez que l'agriculture
pluviale sans irrigation est possible à partir de 400 mm. Donc on voit qu'on peut tout à fait se trouver en rupture dans des régions de marche. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et on comprend que les sites néolithiques et les sites du bronze sont effectivement localisés au bord de lacs qui, on va le voir, peuvent avoir plus d'eau ou moins d'eau, ont toujours de l'eau. Alors, vous parliez de portes ouvertes, mais parfois il faut les enfoncer. Interaction climat-société. Il est clair que pour des sociétés du passé, avec des petits nombres de populations, vivant dans des écosystèmes, ce n'est pas parce qu'on est une population néolithique qu'on cultive qu'on a cessé de chasser, de pêcher, de ramasser des plantes sauvages. Donc quand on est dans des biotopes très riches, eh bien, on est capable de suivre une disette en la compensant par un retour à des modes de vie plus traditionnels. Donc plus les communautés sont petites et vivent en autarcie, plus elles sont vulnérables, et plus elles sont capables de trouver des ressources complémentaires dans leur environnement. Les États organisés, eux, ont tendance à spécialiser les productions, mais du coup deviennent beaucoup plus dépendants des mauvaises récoltes, mais sont généralement insérés dans des structures d'État qui permettent de compenser par des achats, des stockages. Et donc ces sociétés développées, par contre, deviennent extrêmement vulnérables si, à un moment de désorganisation ou d'incapacité à assurer la sécurité ou à produire, on ne peut plus faire les échanges. Je pense qu'il y a là les clés pour toutes les périodes. Il n'y a pas de déterminisme direct. Il y a des périodes où on cumule tous les inconvénients et des périodes où on est capable d'avoir une résilience parce qu'il y a une capacité organisationnelle ou de réaction. Et le mode de gestion agraire peut avoir un effet de préservation ou d'aggravation des crises. Par exemple, j'ai montré que la Grèce de l'Ouest était beaucoup plus humide. Les enregistrements polyniques d'Argolide, région calcaire, montrent qu'à partir de l'époque mycénienne, les paysages ressemblent à l'actuel. Les sols qui étaient des sols sous forêt ont disparu, ils ont été décapés. Il faudrait 5000 ans sous forêt pour qu'ils se reconstituent. Même si les conditions climatiques deviennent plus favorables, les sols qui ont disparu, il ne reste plus que les plaines alluviales et les terrasses qui gardent les sols. Par contre, quand on est en Épire, dans le Pinde, on a des flysch, donc des formations géologiques riches en argile, sous forêt. On décape la forêt, c'est ce que fait Ali Pacha de Yanina, qui alimente les arsenaux de marine de Malte et de Toulon. On a des crises d'érosion brutales. On fabrique du charbon de bois à échelle industrielle. Donc on a des micro-crises qu'on voit, mais ça s'arrête. Au bout de 20 ans, la forêt se reconstitue. Les sols sont là. On peut perdre plusieurs mètres de flysch. Il y a toujours de quoi cultiver. Donc il y a des résiliences qui dépendent quand même des conditions édaphiques du milieu, des sols, des précipitations. Il y a des milieux résilients et il y a des milieux qui le sont moins. Alors, l'événement 8200, je prends l'article de mon camarade Michel Ras, que tu connais bien, qui est intéressant parce qu'il a cherché à spatialiser la progression du néolithique. Et il arrive à une image, donc voilà les voies de néolithisation à partir de l'Orient, et voilà les courbes diachroniques qui montrent les phases d'accélération. Et la période 8200, elle se traduirait plutôt par un arrêt. Ce qui ne me paraît pas illogique, parce que qu'est-ce qui pousse des populations néolithiques à quitter leur village ? La croissance démographique. Un terroir, par rapport à des méthodes de culture, peut nourrir une certaine population. Quand on est trop, il faut partir. Et je pense que son analyse est pas fausse. Je phosphore, là, je me fais plaisir. Mais l'idée qui est d'abord une crise de production, une crise de subsidence, qui est forcément un impact par la famine sur des populations, et que l'expansion s'arrête, puis qu'ensuite elle reparte, ne me paraît pas absurde. En tout cas, c'est ce que suggèrent les reconstitutions chronologiques des sites. On voit que cet événement 8200 BP se traduirait plutôt par un arrêt dans l'expansion, puis une relance qui suit. Les aires lacustres, c'est extrêmement important parce que les terroirs disponibles varient. Les périodes humides se traduisent par une extension des aires lacustres, les périodes sèches par une rétention, et quand on est en contexte kartique, il faut ajouter l'entretien. Les ponors peuvent être entretenus dans des périodes humides et ne pas se traduire par une extension lacustre. Par contre, si pendant une période humide, c'est le cas du plitage de glace au Péloponnèse sous l'occupation ottomane où il n'y a plus entretien des ponors, on voit des lacs se reconstituer. Donc, la gestion sociale et l'aléa climatique peuvent se renforcer ou s'atténuer. Donc ici, c'est l'extension du lac de Soviane, du lac Malik autour du site de Soviane, travail de reconstitution
au néolithique ancien, l'extension au bronze et l'extension pendant la période romaine. Donc on voit très bien. Et ensuite, tous les problèmes taphonomiques que ça pose, c'est-à-dire qu'avant de se lancer dans une prospection de surface en archéologie, il faut vraiment comprendre quelle est la dynamique des dépôts de surface pour comprendre ce qui est fossilisé et donc ce qui prend sens en termes de carte archéologique. Il faut savoir ce qui est caché avant de pouvoir analyser ce qu'on a trouvé en surface. Alors, on a des belles reconstitutions qui montrent les périodes de crise que tu as données correspondent généralement à des périodes de crise fluviale. C'est-à-dire ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la fluctuation climatique va se traduire dans des dynamiques de transport de sédiments sur les cours d'eau. Et là, il y a un délai dans le temps. Le fleuve, il faut qu'il s'adapte sur son lit sur plusieurs centaines de kilomètres en général. Et donc, il ne va pas transporter un sédiment d'un instant T de l'amont à l'aval. C'est une série de crues. C'est généralement les crues temps de retour 20 ans qui façonnent les fluviales. On voit très bien, prenons le site d'Olympie. Pendant la période classique hellénistique, les problèmes d'inondation du site sont liés au Cladéos, petit affluent de l'Alphée. On est en période de gestion du site, d'apogée civilisationnel pour cette période. On a les moyens, on constitue d'élever, on en fabrique en terre, on en fabrique en pierre et on protège l'altis. Quand le petit âge de glace démarrera, le site ne représente plus rien, il est abandonné. On a l'Alphée, cette fois-ci, qui connaît une métamorphose fluviale, qui étend son lit, sa charge de galets, qui s'élève, qui détruit l'hippodrome et qui fait barrage aux alluvions du Cladéos, qui recouvre complètement le site. Avec une crise qui culmine sans doute avec l'arrivée des pasteurs slaves, qui en plus défrichent en grand, incendient les bassins versants pour le pâturage extensif. Donc on voit bien que si on prend l'histoire d'Olympie, que l'essentiel des transformations se font à des moments où Olympie n'est plus occupée et que ces dynamiques naturelles combinent l'action du climat et la gestion du bassin versant par les sociétés humaines qui n'ont pas les mêmes approches. Alors, voilà le type de courbe, ça vient d'Étolico. On arrive en croisant les marqueurs à des reconstitutions très fines sur les derniers 600 ans, les derniers 1500 ans. Je n'ai pas le temps de développer. Les projections pour le futur. Alors, c'est intéressant parce qu'on a des modèles de simulation. Il me reste combien de temps ? 5 minutes. 5 minutes. On sait qu'on va vers un réchauffement. En gros, d'ici 40-60 ans, plus de degrés et des hivers plus secs. Tous les modèles le donnent. Alors, je vais passer vite parce que je dirais que c'est des banalités. Et puis, il y a la hausse du niveau marin, entre 50 cm et 2 mètres selon les modèles. Donc, dans les 70 années qui arrivent, hausse du niveau marin, augmentation des températures. Quels effets ça va avoir ? Ça ne bouleverse pas le climat méditerranéen. Pourquoi les forêts grecques vont brûler davantage ? Elles vont brûler davantage parce qu'elles ne sont plus occupées par une activité de pâturage, il n'y a plus de déboisement des sous-bois. Les populations vont être plus en danger parce qu'il n'y a plus d'entretien des zones de jardinage autour des villages qui sont au milieu de forêts occupées juste comme résidence secondaire. Et donc, l'abandon du territoire rural pour la concentration dans les villes se traduit par une fragilisation. Mais regardez les Landes brûlées jusque dans les années 50, c'était les plus grosses incendies de forêt. À partir du moment où on a fait des percées de 200 mètres de large, ça ne brûle plus les Landes. Donc il n'y a pas de maléfice climatique. Il y a juste un risque traditionnel qui est amplifié, mais les sociétés, si elles s'organisent, ont tout à fait le moyen d'y répondre. Il y a aussi des effets bénéfiques. Ça allonge la période des cultures, la période de production agricole, et puis il y aura une crise des ressources en eau. Donc, c'est une aide à la planification. Ça, c'est très intéressant. C'est un article d'économistes qui ont cherché, avec l'aide d'écologues, à définir des zones où le changement climatique serait homogène dans les 40-60 dernières années. Alors, on peut discuter leur découpage, mais je trouve ça extrêmement intéressant parce que la piste de recherche qui me paraît la plus prometteuse pour l'avenir, pour cette région du monde, vu la quantité de reconstitution paléo-environnementale qu'on a, c'est d'essayer de travailler à ces échelles régionales, de nourrir les modèles mathématiques pour essayer d'avoir les mêmes belles figures à des pas de temps différents. Et ensuite, d'identifier les zones où on dit en déficit d'information et d'essayer de travailler en contexte archéologique. Aujourd'hui, en contexte archéologique, Castoria, Sauviane, quand on a l'habitat en bois, on peut, sur Sauviane, on a 600 ans d'occupation. Les premières maisons, c'est des chênes qui ont 1000 ans, qui ont été coupés. Les dernières maisons, c'est du bois blanc de bord de lac. Il n'y a plus... La forêt originelle a été détruite, elle ne reviendra jamais.
Et donc on est capable sur 600 ans d'avoir des chronologies très fines et de faire de la dendrochronologie. Donc l'intracite, l'approche conjointe et interdisciplinaire permet de réponse. Alors, autre danger, et là je ne vais pas développer, le changement climatique proche de ces régions. La crise syrienne, c'est au départ une crise climatique que le gouvernement syrien n'a pas voulu gérer, exode rural massif, que la FAO n'a pas géré. Ces gens concentrés dans les banlieues, les jeunes se sont trouvés encadrés par des mouvements idéologiques, et on arrive à ce que vous connaissez. Je passe. Les voies de sortie de cette crise syrienne retrouvent les voies du néolithique, quelque part. Et donc, là aussi, la réponse, elle est de l'ordre de la gouvernance. On sait très bien qu'on va aller, à cause de la croissance démographique, vers une instabilité géopolitique majeure, que les données climatiques vont aller vers un accroissement des contraintes du milieu, mais il n'y a rien qu'on est capable d'anticiper et de gérer. Par contre, il faut qu'il y ait un mode de gouvernance, d'organisation et d'anticipation des crises. C'est ce dont on a besoin. Société du passé, hier comme aujourd'hui. Ce qui est important, le seul exemple de civilisation, justement des appels des journalistes que je connaisse, qui soit un réel collapse, pour moi, c'est de la colonisation viking au Groenland. Mais ils en sont responsables. Ils n'ont jamais voulu adapter le mode de vie des Inuits, qu'ils considéraient vraiment comme dégoûtant, dégradant. Ils ont voulu continuer à vivre dans des étables, cultiver des céréales. Ils auraient adopté le mode de vie inuit. Certes, ces colonies vikings n'auraient pas gardé leur organisation agraire importée des pays scandinaves, mais ils auraient survécu. Donc, pour moi, la donnée sociétale, la capacité à innover, la capacité à s'adapter reste majeure, et on est dans un changement climatique qui n'est après tout qu'une suite des fluctuations. L'homme a apporté un élément nouveau, des facteurs nouveaux, et on a la chance d'en être conscient. C'est-à-dire qu'on est quand même la première civilisation à savoir ce qui s'est passé avant, à être capable de faire la part des facteurs naturels et de faire de la prospective. Donc on n'a jamais été mieux outillé, et je suis tout à fait contre le catastrophisme ambiant. Il faut lutter contre les gaz à effet de serre, parce qu'ils tuent dans les villes. Plusieurs milliers de personnes par an meurent à cause de la pollution urbaine. Ça suffit pour qu'on supprime les carburants fossiles dans les villes. Simplement, c'est moins dangereux idéologiquement de dire qu'on le fait pour le réchauffement climatique. Donc il y a aussi une instrumentalisation par le monde politique des thèmes scientifiques, et c'est dangereux, parce que ce changement climatique va être sujet à des révisions scientifiques. Il ne faut pas donner l'impression aux gens qu'on leur a menti. Je ne suis pas du tout un révisionniste, mais voilà, il y a des mesures à prendre, et je pense que nous sommes outillés pour le faire. Merci.